récréation est terminée. Afrique Média veut libérer les nations, la seule chaîne libre dans le monde. Et c'est vous, téléspectateurs d'Afrique Média, qui le dites sans cesse. Et cela nous honore. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette autre édition d'Appel sur le continent. C'est l'émission des téléspectateurs. Ici, vous avez la parole. Vous nous appelez, vous vous exprimez sur la thématique du moment. Et ce jour, nous parlons des sanctions contre le Mali avec, naturellement, Moscou et Pékin qui bloquent un projet de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU. Projet de résolution introduite par la France et ses alliés en vue de soutenir les sanctions de la CEDEAO. Finalement, donc, le veto russe et chinois a empêché cela. Eh bien, c'est notre sujet et votre avis compte là-dessus. Appelez-nous et dites-nous ce que vous en pensez. Et pour en parler pendant ce temps, nous avons quelques invités avec nous. Et Nestor Podassé est avec nous en direct du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Bonsoir Nestor. Bonsoir Bachir, bonsoir Afrique Média, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tous les peuples africains et bonsoir au continent africain. Et merci. Bien sûr, le militant panafricaniste, activiste et écrivain Mimo Dia est avec nous. Bonsoir Mimo. Mimo, le micro, il faut l'activer. Bonsoir mon cher Bachir, bonsoir à toute l'équipe d'Afrique Média. Ça fait un bon moment qu'on n'a pas parlé, mais aujourd'hui on va parler, Inch'Allah Rabbi, comme on le dit. Voilà, Inch'Allah Rabbi, on va parler. Eh bien, parlons messieurs. Nous parlons des sanctions contre le Mali avec Moscou et Pékin qui ont donc bloqué un projet de résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies. Avant d'y arriver, peut-être, messieurs, je vais vous proposer d'écouter le représentant du Mali aux Nations Unies. Pour ne rien inventer, naturellement, on va l'écouter et ensemble, on va commenter ce qu'il a dit. Allons-y. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général depuis Bamako, cher frère El-Gassim Ouane, Mesdames et Messieurs, je fais observer tous les protocoles pour gagner du temps. Et je commence par dire que le gouvernement du Mali prend note du rapport du secrétaire général. Et je remercie mon cher frère et ami El-Gassim Ouane, représentant spécial du secrétaire général, pour sa présentation. Et je profite pour également saluer ma sœur Adam Diko pour sa contribution à ce débat. Je souhaite répondre au nom du gouvernement du Mali, après vous avoir écouté, non seulement aux observations du secrétaire général dans son rapport, mais également aux remarques que je viens d'entendre. Je commence par la situation sociopolitique au Mali, qui a été marquée par la tenue des Assises nationales de la refondation. Et vous avez su avec nous que tout au long du mois de décembre, les Maliens ont procédé à un diagnostic sans complaisance des défis actuels du pays et les recommandations pertinentes issues de ces assises constituent une nouvelle feuille de route pour le gouvernement de transition. Les réformes politiques et institutionnelles préconisées garantiront une stabilité institutionnelle durable et un avenir meilleur à nos populations. À l'issue de ces assises, le gouvernement du Mali a immédiatement engagé des consultations avec la CEDEAO relativement au chronogramme de la transition. Cependant, c'est avec stupéfaction que nous avons appris l'adoption des sanctions économiques et financières à l'encontre du Mali. Ces mesures contrastent avec les efforts du gouvernement et sa disponibilité au dialogue en vue d'un compromis avec la CEDEAO. Le gouvernement du Mali a condamné énergiquement ces sanctions illégales et illégitimes prises par l'UEMOA et la CEDEAO en violation flagrante des textes fondateurs de ces organisations et en contradiction avec les principes de solidarité et de l'idéal panafricain. Je rappelle, concernant l'UEMOA, qu'un embargo décidé par des chefs d'État et de gouvernement, applicable à un État souverain, constitue une violation manifeste du traité de l'UEMOA et des statuts de la BCEAO. En outre, le gel des avoirs d'un État, des entreprises publiques, parapubliques, ne saurait être appliqué par la Banque centrale, qui reste un organe indépendant auquel chaque État membre a concédé son droit souverain d'émission.
S'agissant de la CEDEAO, le gouvernement du Mali a dénoncé et a rejeté les décisions suivantes qui ne sont fondées sur aucun texte communautaire. Il s'agit notamment de la fermeture des frontières terrestres et aériennes des pays de la CEDEAO et le Mali, la suspension des transactions commerciales entre le Mali et la CEDEAO et le gel des avoirs de la République du Mali dans les banques centrales de la BCEAO. J'ajoute le gel des avoirs de l'État malien et des entreprises publiques et parapubliques dans les banques commerciales des pays de la CEDEAO. Dans son adresse à la nation, le 10 janvier dernier, le président de la transition, son Excellence Assimi Goïta, a déclaré que malgré le caractère illégal, illégitime et inhumain de certaines décisions, le Mali reste ouvert au dialogue avec la CEDEAO pour trouver un consensus entre les intérêts du peuple malien et le respect des principes de l'organisation. À cette occasion, il a également appelé la CEDEAO à revoir sa grille de lecture de la situation au Mali en procédant à une analyse approfondie et en mettant l'intérêt des populations maliennes au-dessus de toute autre considération. Enfin, le président de la transition a réitéré sa volonté de tout mettre en œuvre pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel dans un Mali apaisé et sécurisé. Le gouvernement du Mali en appelle donc à la solidarité et à l'accompagnement des pays et institutions amis. Je tiens ici à remercier les peuples africains qui manifestent leur soutien au peuple malien dans cette difficile situation. Madame la Présidente, je voudrais ici répondre à certaines observations qui ont été formulées par un certain nombre de membres du Conseil. D'abord, au plan sécuritaire, vous avez constaté que le gouvernement continue d'intensifier ses efforts pour le recrutement et la formation, l'équipement des forces armées et de sécurité en vue de renforcer leurs capacités opérationnelles. Et je puis vous dire que ces actions donnent des résultats très encourageants sur le terrain. De décembre 2021 à nos jours, les forces de défense et de sécurité maliennes ont engagé une vaste offensive à travers le pays, infligeant de lourdes pertes aux groupes extrémistes, y compris des chefs rebelles, des chefs terroristes. Plusieurs interpellations ont eu lieu et une quantité importante de matériel de guerre a été récupérée. Ces opérations vont se poursuivre et s'intensifier, avec l'objectif ultime de rétablir l'autorité de l'État, des services administratifs et sociaux de base sur l'ensemble du territoire national et de protéger nos populations et leurs biens. Je salue ici l'ensemble des partenaires qui accompagnent le Mali dans la réalisation de ces objectifs. Par ailleurs, et c'est l'occasion pour moi de répondre à une observation formulée par mon voisin, l'ambassadeur de France, et certains membres du Conseil de sécurité, qui accusent le gouvernement du Mali de recourir à une société de sécurité privée. Ceux qui entretiennent cette campagne de fausses informations savent pertinemment que le Mali n'a pris aucun engagement avec des sociétés de sécurité privées et qu'il n'y a aucun mercenaire présent sur le territoire du Mali. Pour sa part, le Mali n'est pas dans une logique de confrontation. Pas du tout. Il reste ouvert à tous les partenaires qui souhaitent nous aider dans la lutte contre les défis multiples qui assaillent notre peuple. C'est dans ce cadre que le Mali entretient une relation de coopération d'État à État avec la Fédération de Russie, et ce depuis 1960. Et c'est justement à la faveur de cette coopération avec la Russie que des instructeurs russes se trouvent actuellement au Mali pour conseiller et former les militaires maliens à l'utilisation du matériel acquis par le Mali auprès de la Fédération de Russie. Cher ami et voisin Nicolas de Rivière, je veux que vous compreniez et que vous souteniez le peuple malien dans sa quête de paix et de stabilité. Les Maliens tiennent à l'unité de leur pays. Ils sont très attachés à la souveraineté, à l'intégrité territoriale, à la forme laïque et républicaine de la République du Mali. Les Maliens disent à l'unisson que quand on est ami et partenaire du Mali, on est ami et partenaire avec l'ensemble du peuple malien.
Ils sont opposés à toute amitié avec une partie du peuple contre une partie du peuple. Plus nous comprenons cela, mieux nous gagnons du temps pour atteindre nos objectifs communs. Je voudrais également dire un mot à mon amie, l'ambassadrice des États-Unis, Linda Thomas-Greenfield. D'abord, grand merci pour le message fort que vous avez eu à la fin de votre discours. Le président de la transition l'a dit hier, et je répète après lui, le Mali n'est pas et ne sera jamais dans une logique de confrontation ou d'isolement avec ses partenaires traditionnels. Nous avons des problèmes complexes et difficiles à régler. Nous ne pouvons plus continuer à enterrer nos femmes, nos enfants, à être spectateurs de la destruction, de l'incendie de nos villages, de nos récoltes, de la destruction de notre cohésion sociale. Nous sommes ouverts à chacun de vous, à chacun des partenaires du Mali qui sont disposés à nous aider pour que la paix revienne au Mali, pour que l'ordre constitutionnel revienne au Mali. Les Maliens sont les plus attachés à leur démocratie. Je comprends vos appels. Je souhaite que vous soyez à nos côtés pour nous accompagner dans ce processus. Madame la Présidente, sur la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, je rappelle que le gouvernement et les mouvements signataires restent engagés dans la mise en œuvre diligente et intelligente de cet accord. Les partis restent engagés à accélérer les EDR. Les assises nationales de la refondation dont j'ai parlé tantôt ont conforté la mise en œuvre de l'accord. Elles recommandent notamment l'élaboration d'une nouvelle constitution qui intégrerait, entre autres réformes majeures, la création d'un Sénat. Au titre du chapitre développement, le gouvernement a mis en place le Fonds de développement pour les régions du Nord et je me réjouis, le secrétaire général l'a relevé dans son rapport, du lancement de 16 projets retenus dans le cadre de ce volet développement. Je lance ici un appel à tous nos partenaires pour continuer à aider le Mali au financement de cette stratégie spécifique de développement des régions du Nord du Mali. En ce qui concerne la situation actuelle au centre, le gouvernement s'attelle à la mise en œuvre de la stratégie de gestion intégrée de la crise au centre du Mali, qui porte sur le renforcement du dispositif de sécurité au centre et les dialogues envisagés avec nos compatriotes modérés. Sur la question de l'augmentation de l'effectif de l'aménagement, certains membres du Conseil l'ont relevé. Je suis heureux de vous informer à nouveau que le gouvernement du Mali a donné son accord à la demande du Tchad pour le déploiement de 1000 éléments supplémentaires à Aguelop. Madame la Présidente, pour terminer, je voudrais ici dire avec force que le peuple et le gouvernement du Mali réitèrent leur appréciation et leur remerciement à l'énorme contribution du Conseil de sécurité aux efforts de stabilisation en cours au Mali. Je rends hommage à toutes les victimes de la crise malienne, civiles comme militaires, étrangères comme maliennes, tombées sur le champ d'honneur au Mali, et je vous remercie. Donc à la réalisation, c'était le représentant du Mali aux Nations Unies. Eh bien, Mimodia, je voudrais commencer par vous, cher ami. Comment vous réagissez tout d'abord à ces sanctions et à la riposte malienne, bien sûr, et on vient d'écouter son représentant aux Nations Unies. Le micro, Mimo. Je disais, voilà, Bachir, oui. Ça fait presque 7 ans que nous sommes dans le même problème. Oui. Depuis 2013, bientôt même 8 ans, 9 ans, on est dans le même problème. Comme j'ai l'habitude de le dire, Bachir, en 2013, il y a eu la mission Serval. Oui. 3000 hommes. Puis en 2018, 4500 hommes. En 2020, avec la mission Takuba, on est passé à 5100 hommes. Donc de la mission Serval à la mission Barkhane, puis à la mission Takuba, on a remarqué que le nombre de djihadistes augmente, le nombre de militaires français augmente davantage et le nombre de populations tuées augmente aussi. Est-ce que là, ça ne signifie pas tout simplement que la France, via sa fausse mission ou via ses fausses diverses missions, ont échoué? Moi, j'oserais vous dire aujourd'hui que la France a échoué sur toute la ligne, y compris même sa cousine
la mission MINUSMA qui est composée de 15 000 hommes, qui aurait pu être depuis le départ, si elle voulait combattre le djihadisme, être une mission d'interposition, non pas être une mission d'opération, non pas une mission d'interposition. Donc le début du problème est lié à tous ces statuts que la France a imposés et que les Nations Unies ont imposés. Et je rappelle, il n'y a aucun conflit au monde, Bachir, que les Nations Unies ont réglé. Il n'y a aucun conflit au monde que la France a réglé. Si ces deux entités n'exacerbent pas ces conflits, ils ne règlent jamais. C'est pour cette raison, moi je vais être franc avec vous, Bachir. Pour les personnes qui sont averties, savent très bien que la CEDEAO n'est rien d'autre que la filiale de la France, n'est rien d'autre que la filiale des Nations Unies. C'est des répondants. On appuie sur un bouton à gauche et à droite, les autres personnes réagissent. Donc le patron de la CEDEAO, c'est M. Emmanuel Macron et sa femme. Le patron de la CEDEAO, ce sont les Nations Unies. Donc moi, ça ne m'étonne pas du tout que la CEDEAO puisse, ou plutôt ose, sanctionner l'État du Mali. Et Bachir, je vais être franc avec vous, comme j'ai l'habitude de le dire. La Deuxième Guerre mondiale, Bachir, elle a duré 6 ans, 1939-1945. En 6 ans, le régime totalitaire d'Adolf Hitler a été mis en déroute. Donc, s'il y a la volonté de combattre le djihadisme ou bien le terrorisme, ben, Bachir, je vous dis, j'aurais pu régler ce problème-là. Parce que la Deuxième Guerre mondiale était beaucoup plus difficile à résoudre que cette petite notion de djihadisme que la France a préfabriquée, a déposée chez nous avec des solutions programmées comme elle est en train de le faire. Donc le principal souci auquel le peuple africain est confronté est lié tout simplement, comme j'ai l'habitude de le dire, à l'esprit belliqueux et belliciste de la France. Et Bachir, je vais chuter sur ça, Bachir. Je vous dis, tant que nous ne négocions pas avec les djihadistes, on va passer toute notre existence ici à revenir sur cette même question. Pendant 4 siècles qui vont venir, nous serons toujours au même point de chute. Donc, discutons avec les djihadistes. Parce que les djihadistes, Bachir, ce ne sont pas des Polonais, ce ne sont pas des Chinois, ce sont des Africains, ce sont nos frères. Donc, discutons avec nos propres frères. Et la France refuse à ce que les Africains discutent avec leurs propres frères, alors que dans la même nuit, la France se cache dans les dunes de sable pour discuter avec les djihadistes. Donc, c'est une fausse route que la France est en train de faire. Donc, disons-nous la vérité en face, discutons avec nos frères et combattons ce djihadisme que la France a détropicalisé chez nous pour, en fin de compte, régler définitivement ce problème-là. Donc, je préfère me limiter là pour le moment et j'espère qu'au cours de ce débat-là, nous avons abordé le problème dans le vrai sens du mot. Merci. Il n'y a pas de problème, en tout cas, nous y sommes et c'est pour cela que vous êtes là, très cher ami Mimodia. Et bien sûr, Nestor Podassé. Alors, Nestor, quelle réaction après avoir écouté le représentant du Mali au Conseil de sécurité? Il estime quand même que le Mali, malgré tout, malgré toutes les pressions, malgré les sanctions illégitimes et illégales, le pays reste ouvert au dialogue avec la CEDEAO. Oui, je pense que le représentant du Mali le Mali est un pays souverain, un pays responsable. Ce n'est pas un pays bandit ni un pays voyou comme la France et les États-Unis et ses acolytes. Le Mali est un pays digne, un pays hospitalier et respectueux. Donc, il est resté droit sur ses bords polis, sans déborder. Bon, je dirais que c'est l'adversaire qui est paniqué, qui continue à se débarquer, à se débattre pour vraiment salir l'image du Mali. Mais on ne peut pas salir l'image du Mali parce qu'aujourd'hui, plus ils font des sales coups pour salir l'image du Mali, plus ils donnent de la popularité au Mali. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas ce côté-là. J'ai aimé d'abord l'intervention, son exposé, sa clairvoyance, sa sérénité, pas de panique. Ça montre que le peuple, quand les dirigeants sont à l'écoute de leur peuple, ils parlent avec assurance. Parce que quiconque écoute le peuple écoute la voix de Dieu. Donc, et Dieu soutient toujours la vérité. J'ai vu que le gars, il était vraiment, le représentant du Mali était vraiment serein. Il a exposé les choses clairement, de façon claire et limpide. Il n'a pas menti, parce que c'est celui qui ment qui cherche trop d'arguments. Mais lui, il n'a pas menti, il n'a pas cherché des arguments de gauche à droite. Il est resté droit sur ses bottes. Ce que le gouvernement lui a dit,
Il a édicté les lignes de conduite du gouvernement malien. Moi, j'ai aimé, j'ai apprécié et c'est très bien. Et pour accompagner, c'est pour dire que cette histoire de l'ONU, on a connu maintenant les supercheries, ça va prendre fin très bientôt. Donc le Mali n'est pas à s'inquiéter. Le Mali reste droit sur ses bottes parce qu'ils n'ont même pas le droit d'abord. Moi, j'ai regardé dans l'article 4 de l'UEMOA, ils n'ont même pas le droit de geler les comptes du Mali. Ils n'ont même pas ce droit-là. Et la CEDEAO n'a même pas cette force de rester dehors et puis s'ingérer dans les affaires internes du Mali jusqu'à suspendre, vouloir diriger même les affaires internes du Mali. Là, c'est dans les textes de la CEDEAO, moi, je n'ai pas vu cet article-là. Donc, si ils peuvent sanctionner les dirigeants, ça, je suis d'accord. Mais sanctionner le peuple, je n'ai pas vu ça dans le texte de la CEDEAO. Donc, le Mali est dans la vérité. C'est la CEDEAO qui a joué bidé. Et les dirigeants de la CEDEAO seront tous balayés, en commençant par mon président Roch-Marc Christian Kaboré, Alassane Ouattara, ainsi que tous ceux qui ont signé pour cette condamnation suicidaire du Mali. Ils n'ont qu'à s'attendre, la voix de la colère du peuple va s'abattre sur eux très bientôt, ça ne va même plus durer. Donc vraiment, j'apprécie beaucoup l'initiative. Parce que, pourquoi je dis ainsi? Parce que regarde très bien. Pour commencer d'abord, ça a commencé par la Libye en 2010. En 2010. Libye, fin 2010, début 2011. On tue le colonel Kadhafi et on fait croire que non, on va tuer Kadhafi parce qu'il a trop duré au pouvoir, il a fait 40 ans, il doit partir, il est dictateur. On le tue, soit disant qu'on va amener la démocratie, les votes. Aujourd'hui, les Libyens ont voté combien de fois après la chute de Kadhafi? Est-ce qu'ils ont la paix? Est-ce qu'ils ont la sécurité? Non, le pays est en lambeaux et en ruine. On quitte là-bas. Le seul président qui a soutenu Kadhafi en son temps, c'est ATT du Mali. On vient déstabiliser ATT et on installe le chaos au Mali. On prend tous les terroristes, les bandits du monde entier, on vient, on les forme, on place au nord du Mali. Et à partir du Mali, on va déstabiliser le Burkina. Ils vont passer pour attaquer le Tchad, ils vont aller attaquer le Cameroun, ils vont déstabiliser le Niger. Donc, vous voyez, actuellement, ils sont en train d'aller vers les pays côtiers. Vous voyez, non? Ils sont en train d'attaquer le nord Bénin, le nord du Togo. Ça veut dire que c'est une sous forme de recolonisation. Comme ils ont toujours dit, avoir l'Afrique sans les Africains. Et avoir l'Afrique sans les Africains, c'est un paradis terrestre. OK, c'est pas grave. Maintenant, là, c'est la patrie ou la mort. Au lieu de s'asseoir à la maison, tu vas venir me tuer. Donc, je vais sortir, on va s'affronter. Et moi, je sais que Dieu est avec nous. Ce sera comme David contre Goliath. Donc, c'est eux qui vont perdre. Ils ont trop pillé. La France a assez fait du mal. C'est un État sanguin, c'est un État assassin, un État vampire. Et ils utilisent des domestiques africains qu'ils emploient pour encore tuer d'autres frères africains. C'est pourquoi je lance l'appel à tous les pays de la CEDEAO. Le 22 janvier, sortez dans toutes les villes et mettez blocus partout. Aucune ville dans les pays de la CEDEAO ne doit être libre ce jour-là. De la même manière qu'ils ont mis embargo sur le Mali, nous allons mettre embargo sur tous ces gouvernements-là. Même s'il faut les balayer tous ces jours-là, nous allons le faire. Tant qu'ils n'enlèvent pas embargo sur le Mali, le 22 janvier, on n'enlève pas nos blocus. Nous allons bloquer tout. Services, marché, tout. On va tout brûler. Pas de transport urbain, pas de transport pour sortir de la ville. On va tout bloquer. Jusqu'à ce qu'ils ouvrent et ils enlèvent les sanctions sur le peuple malien. Et maintenant, on peut avancer. Et dès qu'ils vont enlever ces blocus-là, ces chefs d'État-là doivent bouger maintenant. Et puis laisser la place, on va diriger. Parce qu'ils sont disqualifiés. Ils ne sont plus là pour faire la volonté de nous, le peuple souverain. Ils sont là pour servir les intérêts de Macron, de petit Macron, un franc-maçon, un vampire comme ça. Vous tuez votre peuple pour donner à un nain comme ça, comme Macron. Ces chefs d'État indignes-là n'ont pas de quoi de nous diriger encore. Ils sont destitués, ils sont disqualifiés. En commençant par mon président, tu ne peux pas porter façon d'Anfani, soit disant que Habib de Thomas Sankara, pays des hommes intègres, pour aller sanctionner le peuple malien. Tu es disqualifié, monsieur le président. Voilà. Donc, nous tenons à vous dire cela ce soir de façon très claire. Donc, tous les Africains qui sont en direct sur Afrique Média ce soir, partagez cette information partout dans le monde entier pour que cette information touche même tous ceux qui sont au village. C'est ce qu'à partir de ce soir, le peuple souverain d'Afrique de l'Ouest déclare la destitution de tous ces chefs d'État et qu'ils ne sont plus dignes à nous diriger. Et que le 22 janvier,
toutes les villes, bloquer toutes les routes. Personne ne rentre, personne ne sort. Les services là ne doivent pas être ouverts. Les marchés, rien ne doit être ouvert. Tout doit être fermé jusqu'à ce qu'ils enlèvent l'embargo sur le Mali. Tant qu'ils n'enlèvent pas l'embargo sur le Mali, nous aussi on sort le 22, on ne rentre pas. On reste dehors jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut, sinon on ne rentre plus à la maison. Très bien. Merci. Donc, tenez-vous prêts. Merci beaucoup. Merci Nestor Podassé. C'est donc action-réaction. En tout cas, Luc Michel, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, Luc, après ce veto russe et chinois, on comprend bien que la question malienne a des enjeux bien au-delà du continent africain. Bonsoir Bachir, bonsoir aux collègues, bonsoir à nos téléspectateurs. Ce qui se passe aux Nations Unies, ça illustre très bien que le Mali, c'est un élément d'un front mondial qui passe par l'Ukraine, le Kazakhstan et la Syrie. Maintenant, évidemment, ce qui a changé, c'est que avant 2015, les Occidentaux faisaient ce qu'ils voulaient des Nations Unies, ils étaient tout puissants. On se souvient de la Libye, où ils avaient obtenu une révolution de la Libye qui a été détournée pour transformer ceci en agression contre Kadhafi. Mais depuis 2015, la Russie est de retour internationalement. Elle a commencé par neutraliser le Conseil de sécurité et elle est appuyée dans cela par les Chinois. Depuis 2015, l'ONU, généralement, globalement, reste un organisme aux mains des Occidentaux, mais le Conseil de sécurité, lui, est neutralisé. Il n'y a plus de résolution, il n'y a plus d'embargo, il n'y a plus de sanctions lancées contre les peuples par les Occidentaux. La Russie dit non, la Chine dit non. Le premier domaine, justement, où la Russie est intervenue, où elle est revenue sur l'échiquier mondial, c'est pour soutenir au Conseil de sécurité le Burundi de Nkurunziza, puis il y en a eu beaucoup d'autres jusque-là. Voilà ce qu'il faut retenir évidemment. Et quand on voit tout cela, il y a surtout le mensonge occidental qui apparaît. Le Mali, ce n'est pas une question de démocratie, de gouvernance ou de militaire au pouvoir. Le véritable enjeu, c'est que les Occidentaux ne veulent pas du retour de la Russie en Afrique. Le véritable enjeu, c'est que les Occidentaux ne veulent pas du retour de la Russie en Afrique. On ouvre le standard et pendant ce temps, je donne la parole à Mimo Dia. Mimo, alors, tout simplement un constat, je voudrais votre avis là-dessus. Pendant les votes, on a remarqué quand même que les pays, les A3, c'est-à-dire les 3 pays représentants de l'Afrique, ont voté pour qu'il y ait une résolution contre le Mali. Ils ont voté en faveur des sanctions de la CEDEAO. Je cite les pays ici, il s'agit du Gabon, du Ghana et du Kenya. Bachir, c'est une très très bonne question. Bachir, lorsque les Nations Unies ont voulu mettre à terre Muammar Kadhafi, la résolution 1973 qui avait dit tout simplement, voilà la feuille de route, il faut aller protéger la ville de Benghazi pour que les chars que Kadhafi a mis là-bas ne puissent pas tuer la population. Donc là, l'ONU a été très clair. Et Nicolas Sarkozy et Tony Blair ont outrepassé cette résolution et ils sont partis tuer Kadhafi. Il ne s'agissait pas d'aller ni de changer de régime, ni de tuer Kadhafi. Ils sont partis tuer Muammar Kadhafi. Et cette même résolution, le même Gabon l'avait voté. Les pays africains l'avaient tous voté parce que tout simplement la France les a influencés. On se rappelle très bien de Jean Ping qui avait fait toute la négociation nécessaire pour que cette résolution ne puisse pas passer. Et il avait même obtenu l'accord de ces pays qui siègent aux Nations Unies pour qu'ils ne votent pas. Mais le lendemain, ces pays qui étaient présents ont fait volte-face. Donc c'est des pays qui sont sous la houlette, sous la domination de la France. Moi, cela ne m'étonne absolument pas. Donc, c'était tout à fait normal et prévisible que ces pantins, comme j'ai l'habitude de le dire, que ces perroquets et ces ventriloques ne vont tout simplement que répondre que par rapport à ce que leur patron veut, à savoir la France. Donc, moi, Bachir, je vais être honnête avec vous, Bachir. Maintenant, je pense que nous tous, on sait très bien qu'on a beaucoup critiqué Bachir. On a beaucoup critiqué. La solution, c'est quoi, Bachir, maintenant? La solution, c'est quoi?
Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est une souveraineté du Mali. S'il y a eu une sorte, je ne dirais même pas de déconnexion bancaire, mais du gel de l'avoir de l'État malien et de toutes les entreprises publiques et parapubliques, c'est parce que tout simplement le Mali n'a pas sa monnaie. Si le Mali avait sa propre monnaie, mais ces sanctions-là, disons ces gels d'avoir, mais le Mali allait s'en cirer les chaussures. Si le Mali avait une ouverture au niveau de la mer, mais le Mali allait s'en cirer les chaussures, c'est parce que tout simplement, pour être bref par rapport à ta question, Bachir, c'est parce que tout simplement, les pays africains, on ne sait, en tout cas les responsables, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Tantôt ils veulent le chaud, tantôt ils veulent le choix. On ne peut pas vouloir le beurre, l'argent du beurre, et excusez-moi du terme, et les fesses de la vendeuse de beurre. C'est impossible. Soit on est africain, on marche pour la volonté des Africains, soit on est africain et qu'on a envie de s'éclaircir la peau pour devenir Touba, ben on devient Touba. Moi, je ne comprends pas les pays africains et je n'arrive pas à comprendre ces gens à qui on a donné confiance pour qu'ils puissent défendre l'opinion africaine. C'est totalement dommage, c'est gravement dommage et c'est inintéressant. Moi, je me pose la question, Bachir, est-ce qu'à un moment donné, la question qui consiste tout simplement de quitter ces organisations internationales bidons qui ne servent à rien, est-ce qu'elle ne doit pas être posée? Est-ce qu'on ne doit pas même quitter la CEDEAO? Bachir, je l'avais dit ici, Bachir, s'il faut brûler toute l'Afrique dans son ensemble, Bachir, eh bien alors, on va brûler toute l'Afrique dans son ensemble. À une seule condition, mon cher Bachir, que pour que puissent renaître de ces cendres des hommes dignes, à l'image d'Assimi Goïta, qui est en train de montrer un très bon exemple à toute la jeunesse africaine. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on doit choisir l'homme du siècle au niveau de l'Afrique, ben c'est Assimi Goïta, parce que non seulement il a réussi à contrecarrer la volonté du patron de la CEDEAO, à savoir M. Emmanuel Macron, mais également la volonté de ses pions et de ses ventriloques, que ce soit Ouattara, que ce soit Macky Sall et les autres pantins dont je n'aimerais même pas le nom. Donc, à un moment donné aussi, soyons sérieux. Donc, ça pose la question, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça pose la question de la souveraineté monétaire, Bachir. Essayons de bâtir notre propre monnaie. Et j'ose espérer que cette fois-ci, que M. Assimi Goïta et son gouvernement vont oser, pour la première fois de l'histoire, ou pour la seconde fois de l'histoire plutôt, bâtir leur propre monnaie pour montrer le bon chemin à toute l'Afrique dans son ensemble. Je pense que c'est désolant, c'est décourageant. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à votre question, mon cher Bachir. Merci à vous, Mimo Dia. Donnons la parole à quelques téléspectateurs. Et tout à l'heure, on avait un appelant du Mali, justement. Malheureusement, la ligne s'est coupée. Et donc, on quitte le Mali pour le Burundi. Et vous l'avez su, c'est bien sûr Delphin qui nous appelle. Bonsoir, Delphin. Mon très cher Bachir, une fois de plus, je remercie la régie et toi-même de m'accueillir ici à la maison. Je transmets derechef mes salutations à mon très cher aîné Luc Michel, ainsi qu'aux frères Podacé d'une part et Dia d'autre part. Avant d'aller plus loin, mon cher Bachir, permets-moi de saluer un frère qui s'est montré, à mon sens, pertinent et pugnace. Il s'agit d'un certain Monsieur Seydou Badini. C'était le représentant de la transition malienne récemment sur les ondes d'Afrique Média dans un épisode d'une émission hebdomadaire qui s'appelle Le Débat, donc sur France 24. Il avait en face notre ami, je mets ça entre guillemets, soi-disant démocrate, qui s'appelle Bois-Bouvier, qui officie aussi bien à France 24 et à RFI. Donc notre frère Badini a su tenir la dragée haute à tous ces ignares-là qui essayaient de lui faire dire le mot Wagner. Il leur a parfaitement démontré que le terme Wagner émane de leur blabla habituel et a su défendre le point de vue défendu aussi bien brillamment par le diplomate malien il y a peu de temps à l'Organisation des Nations Unies. Donc c'est ce genre de représentants africains en général, maliens le cas échéant, que nous voulons voir de plus en plus
dans les expressions diplomatiques, aussi bien face aux médias face aux politiciens soi-disant démocrates. Donc, Monsieur Badini, si vous m'entendez, salut à vous et force à la transition malienne. Donc, si on revient sur le sujet, mon cher René Luc Michel a très bien rappelé ce qui vient de se passer. Moi, je vais sortir du langage diplomatique, je ne suis pas encore aux affaires, donc disons les choses telles qu'elles sont. C'est la Chine d'un côté et la Russie d'autre part qui viennent de contrer cet énième bavardage, soi-disant démocrate, qui visait à nuire à nos frères et sœurs du Mali. Effectivement, le Burundi a inauguré, en tout cas dans les années récentes, cette coopération géostratégique entre l'Afrique et l'axe Beijing-Moscou au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. À l'époque, je tiens à le rappeler une fois de plus, les gens soi-disant démocrates, donc en particulier le gouvernement belge et son parapluie, les États-Unis, voulaient envoyer au Burundi une niaiserie, une fumisterie, une authentique agression démocratique sur le même plan que la MINUSMA, la MINUSCA et autres blabla, qu'ils avaient appelé MAPROBOU, et pour cause, ils l'avaient intenté à travers l'Union africaine. C'est pour ça qu'on l'appelait Mission africaine pour la prévention et la protection au Burundi, en abrégé MAPROBOU. Je salue ici une fois de plus la mémoire de l'ancien maréchal Idriss Déby et son frère, le président Obiangema, qui se sont tous deux opposés à cette foutaise et ont apporté leur soutien à l'époque à l'ancien président Nkurunziza. Autrement, mon pays aujourd'hui serait exactement dans la même configuration que le Soudan ou la Somalie. Je ne serais même pas en mesure de vous parler aujourd'hui. Donc, à partir de là, je suis heureux de voir que le Mali bénéficie exactement du même secours. Et quoi de surprenant? M. Poutine l'a dit en son temps. Rappelez-vous de sa colère au lendemain de l'assassinat du maréchal Kadhafi. Les gens qui sont au sommet de l'État russe ont assisté à une véritable dispute, une véritable correction verbale que M. Poutine a administrée à son homologue, disons-le ainsi, M. Dimitri Medvedev, parce que celui-ci s'était fait avoir et avait laissé détruire la Libye. Et à partir de là, M. Poutine, quand il est revenu aux affaires, il a regardé droit dans les yeux les Européens, comme il les appelle souvent ses partenaires. Il leur a dit, c'est la dernière fois que vous instrumentalisez. Allez, Delphin, ça a été un tout petit peu long. Et malheureusement, ils sont nombreux, les autres qui veulent intervenir. Merci en tout cas pour votre contribution. On va y aller rapidement. Il y a un appelant justement du Gabon. Bonsoir, messieurs. Allô, bonsoir, monsieur, c'est Ousmane Alassane de TV Crédit Gabon. Bonsoir, Ousmane Alassane. Oui, monsieur Bachir, le problème de Mali, de machin, à parler, de quoi parler. Il faut parler des choses comme il est. Nous, c'est les Touaregs. Par exemple, le Niger, quand elle 100% de pouvoir de Niger aujourd'hui, c'est le Touareg. Mali, il connaît. Il peut prendre le pouvoir pour donner à Touareg. C'est ça que M. Issoufou et Bazoum. Bazoum, c'est un Touareg. Issoufou, c'est un Touareg. Et maintenant, pourquoi vous cachez Islamique, voilà, tout est faux. Que Touareg, c'est votre projet, c'est eux qui vous détruisent tout le jour. Il y a plus de 10 000 personnes mortes. Et l'autre de 100 000 expatriés de leur maison à cause de M. Issoufou. Voilà l'appel saturé vers la fin. J'espère que notre ami Ousmane Alassane pourra rappeler dans quelques secondes. Il y avait des petits bruits au niveau de l'appel. Merci en tout cas Ousmane Alassane. Nous restons au téléphone avec M. Kwebo. Bonsoir M. Kwebo.
Oui, bonsoir Monsieur Ladan. Bonsoir à vos invités et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Monsieur Ladan, je voudrais vraiment souligner que 2 points. Premièrement, tous les Africains, en particulier les Africains francophones, savent que le pays qui fait de l'Afrique, surtout l'Afrique francophone, le ventre mou, c'est la France. Et la France vient de réussir un tour magique. C'est ce qu'on appelle la technique de l'esquive. Au lieu qu'on s'attaque à la France, maintenant, la guerre, c'est entre le Mali et les pays de la CEDEAO. Je pense qu'il faut rectifier ce tir-là et renvoyer l'ambassadeur de France chez lui. C'est plus simple que ça. Il faut s'attaquer à la source du problème et non des périphériques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, monsieur Ladan, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est l'argent, c'est le franc CFA. Je vous dis, Goïta, Touadéra, ils n'ont pas fait plus qu'un Gbagbo. S'ils ne quittent pas le franc CFA, ils retomberont dans la même escarcelle. Et c'est pour ça que j'insiste qu'il faut retourner le couteau. C'est-à-dire que cette flèche qu'on est en train d'envoyer vers le Mali, il faut retourner cette flèche vers la France en leur disant, écoutez, c'est très simple. Si vous quittez nos territoires, si vous retirez tous vos soldats, y compris ceux de Takuba, si le Mali recouvre toute son intégrité territoriale, et si en partant, vous partez avec votre franc CFA, la transition va s'arrêter. Donc, au lieu que la pression soit sur nous, les Africains, la pression sera sur cette communauté internationale. On va leur dire, OK, vous respectez conditions A, B, C. Si vous le faites en 1 mois, la transition s'arrête. Vous le faites en 2 ans, la transition s'arrête. Mais il n'y a pas de délai pour la transition. La transition va s'arrêter le jour où le Mali va avoir l'intégrité de son territoire, où il n'y aura plus de forces étrangères sur son territoire, où elle aura sa monnaie. C'est pour ça que je finis toujours par dire, M. Touadéra est déjà au 2e mandat avec l'aide de la Russie, mais il n'a toujours pas mis sa monnaie. Celui qui va le remplacer sera un Ouattara pire qu'un Ouabo. C'est un peu la même chose. Donc c'est là-dessus que j'aimerais attirer l'attention de nos chefs d'État, de crancher le nœud gordien et se débarrasser du franc CFA. Merci de cette opportunité que vous nous donnez de nous exprimer. Allez, merci très cher ami Kouebo. On va prendre 2 autres appels avant de retourner vers nos panélistes. Roger nous appelle depuis la ville de Yaoundé. Roger, bonsoir. Allô? Oui, Roger, je suis là. bonsoir. Bonsoir à vous, M. Bachir. Bonsoir à vous, M. Luc Michel. Bonsoir aux différents intervenants. J'adresse immédiatement mon soutien à la communauté malienne représentée par son gouvernement en la personne du président Assimi Goïta, leur disant que nous les soutenons de tout cœur. C'est un chemin qu'ils ont organisé avant même notre naissance. Nous ne pouvons que les soutenir. Voilà. J'aimerais m'exprimer sur 2 points de vue. Le premier, c'est la reconnaissance des États africains comme étant des États non souverains. Vous comprenez mon expression? Vous comprendrez mon expression, s'il vous plaît? Lorsqu'on se tourne vers l'ONU, enfin, mon deuxième point, c'est sur le détour, le retour, je dirais presque spécial de la France contre, le retour du bras de la colonisation. Voilà ce que le deuxième point. Alors, pourquoi le premier? Très simple. Figurez-vous que vous avez à décider sur le problème aussi simple. Vous êtes un État souverain. Vous avez à décider sur des problèmes aussi simples que celui de varier un partenariat. Mais vous voulez juste choisir un autre partenaire, qu'il fût militaire, économique, on s'en fout. Mais vous allez vous justifier au sein de l'ONU. C'est encore la preuve que nous, aujourd'hui, Africains, nous ne mesurons même pas encore la situation dans laquelle nous sommes. Et j'en profite pour dire merci aux différents représentants de la Russie et de la Chine. Merci. Nous voyons ce que vous faites, comme l'expression le dit. Oui, nous ne sommes pas encore des États souverains. Alors nous devons nous battre pour cela une fois pour toutes. Voilà donc mon premier point. Mon second point, c'est concernant le bras armé de la France. Voyez-vous, dans une succession d'événements, le temps est court, Monsieur Macron et Madame la France se sont empressés de fournir un dossier suffisamment costaud
pour pouvoir reproduire l'événement qui s'est produit au Mali, qui s'est produit en Côte d'Ivoire avant et en Libye. S'ils sont capables de faire ça juste en attisant l'ONU, ça fait que nous sommes toujours des colonies. Nous ne sommes pas capables de nous diriger par nous-mêmes. Il suffit simplement que quelqu'un d'extérieur à nous baisse et dise s'il doit, oui ou non, abréger notre culture. Alors j'invite à tous les peuples africains qui nous écoutent à ce moment, chacun peut poser une pierre, comme la muraille de Chine, qui était une inspiration d'un petit passant, demandant ainsi au roi que chaque population, chaque membre de la population ne pose qu'une seule pierre. Voilà ce que moi je propose. Afrique Média, le monde c'est nous. Je vous remercie, M. Bachir. Allez, merci à vous également, très cher Roger. On prend le dernier appelant pour cette série. Il nous appelle de la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir, Mohamed Bachir. Bonsoir, M. Nestor. Bonsoir, mon frère Magnin là. Je appelle de la Côte d'Ivoire, c'est M. Kofi. Donc, je voudrais vous dire que toute la population africaine de l'Afrique de l'Ouest soutient le Mali. Nous soutenons le Mali à 100%. Nous soutenons le président Assimi Goïta à 2000%. Aujourd'hui, il faut dire, Mohamed Bachir, depuis le 9 janvier, la CEDEAO et lui et moi a pris fin à l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes dans l'union des peuples de l'Afrique de l'Ouest maintenant. Nous sommes dans l'union des peuples de l'Afrique de l'Ouest maintenant. Ce qui fait que ce combat que la CEDEAO, des présidents, je ne sais pas de quelle façon ils sont élus, mal élus, je ne sais pas avec qui ils prennent leur mandat et comme ça on leur demande de venir assassiner les peuples et ils acceptent de venir assassiner la population africaine. Mais d'ici fin février, je sais que le président burkinabé, lui, il va partir. Le président Bazoum, d'ici mars, il va partir. Alassane Dramane Ouattara, d'ici juin ou bien mai, là, il va partir. Je finis comme ça. Ceux-là, ils sont déjà tombés. On va les sortir du pouvoir. Parce que nous ne sommes pas, on ne comprend pas pourquoi on peut demander d'aller assassiner son frère et puis tu acceptes tu signes document pour aller assassiner son frère. Pourquoi? Ce mot-là est révolu. En 2011, quand on a demandé à l'Afrique de l'Ouest d'assassiner les Ivoiriens, beaucoup d'Africains n'ont pas compris. Ils ont cautionné la France et à la fin de la Ouattara. Mais du jour d'aujourd'hui, ça a changé. La population, la jeunesse a changé. La jeunesse a compris le combat de Laurent Gbagbo et le combat Assimi Goïta et le président Touadéra ont reçu le combat de le président Laurent Gbagbo. Donc, nous soutenons le président Assimi Goïta. Nous soutenons aussi le capitaine guinéen, Mamadou Doumbouya, pour son soutien à son frère Assimi Goïta. On a déjà même gagné le combat de la liberté. La France a dit, De Gaulle est resté en Afrique, il a dit la France libre, la France a été libre. Nous aussi aujourd'hui, nous prononçons les mêmes mots pour dire l'Afrique libre et nous sommes libres. Depuis le 9 janvier, toute l'Afrique est libre. Toute l'Afrique est libre. Nous soutenons Assimi Goïta. Bientôt, on va se rendre au Mali. Si la CEDEAO tente d'envoyer son armée au Mali, nous tous serons au Mali, on prend les armes, on va détruire tout le reste, tous les entreprises françaises en Afrique, on va les détruire tous. Et c'est ce qu'on va commencer bientôt, parce que la France pense que les malins, et les Français pensent que les Africains sont bêtes. Mais ça révolue. On va assassiner ceux-là ici. On va détruire tous les sociétés françaises en Afrique. Merci beaucoup. Je dis que les Africains soutiennent Assimi Goïta. La jeunesse soutient Assimi Goïta. Merci à vous, très chers amis de la Côte d'Ivoire. Eh bien, nous revenons vers nos panélistes et c'est à Nestor Podassé de prendre la parole. Nestor Podassé, comment vous analysez ou comment comprendre ce vote ou la position des représentants de l'Afrique, les trois pays qui représentent l'Afrique, on les surnomme les A3, donc c'est ainsi au niveau du Conseil de sécurité. Il s'agit pour cette année du Ghana, du Gabon et du Kenya. Comment comprendre quand même leur vote en faveur des sanctions
la CEDEAO au moment où des pays extra-africains, la Russie notamment et la Chine, y opposent leur veto? Nestor, le micro. Ah, ok. Oui, le micro est ouvert. Le micro est ouvert. Vous m'entendez? Oui, je vous reçois. Vous m'entendez? Allô? C'est bon, okay. Nestor, Donc, allez-y. D'accord. Donc, je disais que le criminel revient toujours sur son lieu de crime. Parce que Gabon n'est pas à son premier forfait. Rappelez-vous que quand on devrait voter au Conseil de sécurité en 2011 pour tuer le colonel Kadhafi, mais Gabon a voté. Donc, il vient de faire la même chose. Moi, ça ne me surprend pas. Puisqu'ils ne sont pas indépendants, ils n'ont pas les couilles. C'est les domestiques de Paris et de Washington. Donc, ils sont obligés de faire le jeu. C'est pour cela, nous, la jeunesse, nous, nouvelle génération qui sommes nés après l'indépendance, je dis, notre esprit n'est pas colonisé. Tout président qui a plus de 60 ans aujourd'hui en âge n'est plus digne de diriger l'Afrique. Ils sont tous disqualifiés. C'est la nouvelle génération, notre génération-là, avec les Assimi Goïta là, qui peut, parce que Assimi Goïta et moi, nous sommes tous de la même âge. Donc, c'est nous, notre génération-là, on peut diriger l'Afrique. Sinon, ces vieux pantins-là ne peuvent rien faire pour nous sortir de l'auberge. Je comprends pourquoi des pays-là, ils disent qu'ils ont fait une lutte de combat d'indépendance depuis des années 40, mais c'est faux. Chacun luttait pour son petit ventre. Et aujourd'hui, ils viennent de nous le démontrer le 9 janvier à Accra. Donc, c'est ce que les soi-disant présidents, qui n'est plus président pour nous, c'est des pantins de Paris et de Washington, qui ont pris décision à Accra le 9 janvier. Là. C'est ça, ils sont allés entériner là-bas. C'est une suite logique. Il n'y a pas une manière de comprendre. Moi, ma compréhension, elle est simple. Je le dis et je le répète. Dans tous les pays de la CEDEAO, le 22 janvier, bloquer toutes les routes, pas d'entrée, pas de sortie, pas de marché, on ferme tout. Donc la population a encore commencé à s'approvisionner. On va tout bloquer. Rien ne rentre, rien ne sort. Tant qu'ils n'enlèvent pas embargo sur le Mali, nous aussi on maintient notre embargo. Ils ont fait leur embargo sans notre avis. Nous aussi on va sortir faire notre embargo sans leur avis aussi. C'est clair. C'est la réponse du berger à la bergère. C'est clair là. Moi je ne suis pas là ce soir pour faire des analyses intellectuelles. Je suis venu pour exprimer ce que le peuple ressent. Parce que j'ai vu au Burkina Faso, j'ai vu même des militants du parti au pouvoir qui m'ont appelé aujourd'hui pour dire vraiment, on ne te comprenait pas, maintenant on t'a compris. Et même aujourd'hui, au siège de l'APMP à Ouagadougou, l'alliance des partis majoritaires, à leur siège même à Ouagadougou, il y a Nignan qui est sorti faire conférence de presse pour dire que le pouvoir de Roch est fini. Donc Roch lui-même sait que c'est fini. Il n'a qu'à partir, on n'a plus besoin de lui. Nous, on n'a pas fait insurrection en 2014 sur Blaise Compaoré pour que lui vienne continuer à faire ce que Blaise faisait, et même pire que Blaise. Combien de Burkinabés sont morts depuis 2015 quand les attaques terroristes ont commencé jusqu'à aujourd'hui? Combien de déplacés internes? Aujourd'hui, le Burkina ne contrôle plus ses frontières. Tu te permets d'aller, au lieu de se mettre avec Assimi Goïta pour finir avec l'insécurité, toi tu te permets d'aller s'ajouter à des bandits à col blanc pour venir assassiner encore ton peuple et en plus tuer les Maliens ajoutés. On va s'asseoir, regarder, ils vont détruire le Mali comme la Libye, finir le Mali, venir détruire le Burkina, venir détruire le Niger, ainsi de suite. Nous on dit trop c'est trop, il n'y a pas deux façons de mourir, il y a une seule façon de mourir. Le jour que tu es né, tu as fait une guerre, c'est cri de guerre. Donc, maintenant, trop, c'est trop. La France, wow, tous ces valets locaux, on va tous les balayer. Ils n'ont pas parti. Nous, on va vivre en paix en Afrique ici. On n'a pas besoin de... C'est les Européens qui ont besoin de nous. Nous, on n'a pas besoin de... Nous, on a dit depuis là, la France n'a qu'à pas partir. Et depuis avant-hier, Europe ne fait que couper Internet. Il ne fait que couper Internet. La fois dernière, il a coupé Internet quand on a bloqué le convoi de l'armée française. C'est passé. Tu crois que cette fois-ci, tu vas échapper? Mon ami, tu as tiré balle sur ton propre... sur toi-même, ça ne passera pas. Si tu veux, il faut couper. Même les appels, les SMS, il faut couper. Le peuple va sortir le 22 janvier. Tout le monde dans la rue. Tout le monde dans la rue. Dans toutes les capitales de la
CEDEAO, dans toutes les villes des pays de la CEDEAO, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Togo, au Bénin, au Nigeria, en Guinée-Bissau, Sierra Leone, Libéria, Sénégal, Niger, partout, sortez, on va tout bloquer. Tant qu'il n'enlève pas embargo sur le Mali, nous aussi, on ne va pas enlever notre embargo. Vous n'allez pas fermer le Mali et puis continuer à faire vos affaires tranquillement. Des bandits comme ça. Ça ne marchera pas ici. Donc, c'est pour dire, ce soir, je suis là pour lancer un appel à toute la jeunesse africaine. Sortez partout où vous êtes, on va tout bloquer. Rien ne rentre, rien ne sort. Sortez, on va tout bloquer. Tant qu'il n'enlève pas embargo sur le Mali, nous aussi, on ne va pas enlever notre embargo. C'est ce qui est là maintenant. Et c'est le 22 janvier. Partout où vous êtes, il faut le faire. Il ne faut pas dire que notre pays, là, les policiers, là, ils frappent. Non, il n'y a pas façon de mourir. Si vous laissez, ils vont brûler le Mali comme ils ont fait en Libye. Venez brûler les pays, là, un à un. C'est maintenant qu'il faut faire solidarité, un seul unique, pour balayer tous ces pandins-là et prendre et récupérer notre Afrique pour la gérer dignement. Merci beaucoup. Je voulais passer vers Luc Michel. On fait savoir qu'il y a quelqu'un en attente. D'accord. On le prend rapidement avant de revenir vers Luc Michel. Allô, bonsoir. Bonsoir, Bashir. Oui, bonsoir. Je vous écoute. Vous avez la parole. Je m'appelle Ouattara Anne depuis Paris. Oui. Je salue mon frère Mimoja pour son intervention. Tous les panélistes, je salue le docteur et le président Bandakani avec Luc Michel qui sont là pour défendre l'Afrique. En fait, moi je pense que les sanctions de la CEDEAO aujourd'hui répondent à la frustration de Paris face à sa manière de récupérer et d'empêcher l'intervention, d'empêcher la Russie d'intervenir au Mali. La France est frustrée par rapport à ça parce que le rendez-vous de Macron a été annulé. Il n'a pas eu gain de cause sur son petit sommet de Noël. Il voulait faire Noël à côté de ses forces armées. Il n'a pas réussi. Maintenant, il est frustré. Il a mis ses petits soldats maintenant à mettre les sanctions contre le Mali. Mais le problème de Assimi, c'est qu'il voulait faire coup d'État avec fromage. Le coup d'État, ça ne marche pas comme ça. Si Assimi avait suspendu la Constitution, on en serait là aujourd'hui. Si tu fais un coup d'État, tu suspends la Constitution, tu mets la charte de la transition. Jusqu'après, on va rentrer dans le régime d'exception. Si Assimi avait fait ça, des politiciens qui sont là à fragiliser la transition, on n'aurait pas arrivé à ce niveau. Tu vois, nous, aujourd'hui, tout le monde est en colère contre la CEDEAO, mais les militaires, ils ont fait des erreurs de calcul. Il y a des gens qui ont détruit le pays, ils ne veulent pas que la reconstruction passe en jeu encore. Tu ne peux pas détruire un pays et voir encore venir en pompier pyromane. Il y a 230 partis politiques au Mali. Vous croyez que ça c'est possible pour la démocratie? On n'appelle pas ça démocratie. La CEDEAO, c'est une organisation inter-État. Dans le statut de la CEDEAO, il n'y a pas de sanctions. La CEDEAO est là pour faciliter les marchandises, le transport des marchandises inter-État. Si un État ne respecte pas ça, c'est en ce moment que la CEDEAO va mettre des sanctions. Ce n'est pas pour diriger le pays. Si le Mali accepte ça, les dirigeants prochains seront choisis par la CEDEAO. Ça, c'est clair et net. Même dans l'IEMOA, dans les statuts de l'IEMOA aussi, il n'y a pas de sanctions. Mais tout ça, c'est le calcul d'Alassane qui est là seulement pour punir le Mali sur ordre de la France, et puis c'est tout. Je pense que le mot d'ordre, c'est ça. Empêcher la Russie d'intervenir au Mali pour sécuriser le Mali. Le Mali est déjà mort. Depuis 2012, le Mali est déjà mort. Il y a eu combien d'écoles qui sont fermées? Il n'y a pas d'école, il n'y a rien au Mali. L'armée est délabrée. Les partis politiques sont là. Élections. Si élections arrangeaient quelque chose là, la Libye allait être réglée. Si la CEDEAO était là pour la démocratie, il n'y aurait pas de président de troisième mandat.
Et les présidents qui sont là et depuis combien d'années? Les présidents héréditaires sont là, ils sont dans les CEDEAO, qui ont hérité le pouvoir après le décès de leurs parents, ils sont là. On ne parle pas de la démocratie, c'est juste. La CEDEAO est là aujourd'hui, la CEDEAO a raté son fondement, parce qu'il a été fondé pour faciliter la circulation des marchandises et des biens. Aujourd'hui, tu ne peux pas voyager entre le Mali et le Sénégal tant que les policiers maliens et les Sénégalais ne te font pas des raquettes. Tu vas payer de l'argent aujourd'hui. Tout le monde fait ça. La CEDEAO a raté, les frais de douane n'ont pas marché, rien n'a marché, et ils veulent changer les statuts maintenant en institution politique. Ça ne peut pas marcher. Moi, si j'étais à la place d'Assimi aujourd'hui, le Mali devrait se retirer de la CEDEAO. La Mauritanie s'est retirée, il n'est pas mort. On a la Mauritanie, on a la Guinée de l'autre côté. Concernant l'Algérie, tout le monde sait que l'Algérie est le parrain de tous les terroristes, de tous les déstabilisateurs du Mali. On ne peut pas compter sur l'Algérie. Les Mali ne devraient pas compter sur l'Algérie parce que tous nos rebelles ont été soignés en Algérie, équipés par d'autres pays et venus intervenir en Mali. Nous, on n'est pas frontière avec la Libye. Hein. Les Mali n'étaient pas frontière avec la Libye. Pourquoi ces rebelles se sont retrouvés au nord du Mali? C'est pour déstabiliser toutes ces ressources-là, parce que la France n'a pas besoin de ça maintenant. Il veut conserver ça, son uranium qui est au Niger, et puis tout. Tu vois, moi, quand même, c'est la colère qui est là. Nous, on est à la diaspora aujourd'hui, on ne peut même pas dormir. Parce que s'il n'y a pas de transactions financières, comment on va faire pour avoir de l'argent? Tout le monde se pose. Merci en tout cas, très cher appelant, pour votre contribution. Luc Michel, j'imagine qu'il y a des choses à dire, notamment sur les interventions de certains de nos téléspectateurs. Mais à côté de cela, comment vous appréciez la décision de la Guinée qui a refusé de fermer ses frontières et elle se désolidarise par là des sanctions de la CEDEAO contre le pays frère du Mali? Elle s'explique par des raisons économiques. Les économies du Mali et de la Guinée-Conakry sont tellement interpénétrées que ce n'était pas possible, à moins d'avoir une catastrophe économique en Guinée-Conakry, ce n'était pas possible pour Doumbouya de soutenir l'embargo. Mais la principale remarque que je ferai, c'est de constater qu'en Afrique, il y a un bloc américano-occidental qui comprend les États-Unis et tous les pays de l'OTAN. C'est celui qui est en action. Il y a 2 jours, le State Department américain a émis un communiqué sur les sanctions qui laissait comprendre clairement que ces sanctions avaient été décidées à Washington. Les 2 des pays qui viennent de voter contre l'Afrique, la résolution occidentale qui a été bloquée par la Russie et par la Chine, ce ne sont pas 2 États qui appartiennent au précaré français. Il y a tout d'abord évidemment le Kenya. Qu'est-ce que c'est le Kenya aujourd'hui? C'est la principale porte d'entrée de l'Africain américain en Afrique. C'est au Kenya que sont organisées chaque année les grandes manœuvres entre 43 pays africains et les armées des États-Unis. C'est le premier pays. Le deuxième, c'est le Ghana. Le Ghana n'appartient pas aux précarés français non plus. C'est la porte d'entrée tout d'abord des Américains en Afrique, puisque c'est le seul État qui a un accord de partenariat stratégique avec le Maroc en Afrique et les États-Unis. Il y a quelques semaines, la vice-ministre américaine des Affaires africaines, Molly Fiz, était d'ailleurs au Ghana pour renouveler ce partenariat. Le Ghana également, c'est la porte d'entrée de la Bundeswehr de Mme Merkel en Afrique depuis 2013. C'est cela le rapport de force. La France, c'est une petite puissance en déclin géopolitique. Elle n'est puissante, elle n'est présente en Afrique que parce qu'elle est sous le parapluie américain. Depuis que l'Amérique, en 2006-2007, avec la création de l'Africom par Bush II et par Obama, a décidé de directement venir faire la guerre aux Africains. Cette autre réaction de Luc Michel, on va prendre un dernier appelant. Je crois que c'est Abou d'Angleterre qui est au bout du fil. Abou d'Angleterre, bonsoir.
Bonsoir, M. Bachir Ladan. C'est M. Abou depuis l'Angleterre. Bonne et heureuse année 2022. Et je confirme, tu restes le meilleur journaliste du monde. Je salue tous tes invités avec déférence et en particulier Luc Michel l'Africain, tous les techniciens, le PDG que j'adore et tous les appelants qui sont sur la plateforme Telegram. Une fois que j'ai dit cela, en ce qui concerne la problématique de ce soir, ici en Occident, on nous enseigne toujours que tout ami de terroriste est un terroriste de facto et que de ce fait, il doit être combattu avec tolérance zéro. Quand nous voyons les agissements de la France confirme qu'elle est amie des terroristes. Parce que, diante, comment comprendre que quand les terroristes avaient l'avantage sur le Mali, la France ne s'est jamais pressée pour voter des résolutions. Aujourd'hui, dès que le Mali est en train de reprendre le dessus, la France et ses valets africains terroristes s'élèvent pour sanctionner le Mali. Donc, en suivant l'enseignement des Occidentaux, à savoir que tout ami du terroriste est terroriste de facto et doit être combattu avec tolérance zéro, nous, les néo-panafricanistes, nous condamnons à la peine capitale en vertu du Patriote Act panafricaniste, la France et tous ses valets africains à la peine capitale, à la peine de mort, parce que cela ne peut pas être possible et acceptable en ce plein XXIe siècle que on puisse, en dépit d'un pays qui ne demande que sa liberté, quand nous savons que tous les pays sont égaux en droit, que la France, parasite, qui n'a que pour modèle économique de vivre aux dépens des autres, et surtout des autres pays africains, puisse emmener une partie du monde où des Africains à condamner leurs propres frères maliens. Cela n'est pas possible et acceptable et cela ne passera pas en ce plein XXIe siècle-là des Lumières avec Afrique Média qui nous a ouvert les yeux et qui a ouvert les yeux au monde entier. Nous n'accepterons pas cela. C'est pourquoi que nous demandons au président patriote Assimi Goïta d'ouvrir un compte de sorte que tous les néo-panafricanistes que nous sommes puissent le soutenir financièrement pour que ce combat-là soit mené à bout. Bachir, bonne continuation. C'était M. Abou depuis l'Angleterre. Bye bye from now. Allez, bye bye, très cher Abou depuis l'Angleterre et le dernier de Genève, et c'est bien sûr l'ami. Bonsoir l'ami. Oui, bonsoir monsieur, bonsoir l'ensemble des panélistes, l'ensemble des téléspectateurs d'Afrique Média ainsi que la régie technique. Moi, je salue vivement votre panéliste depuis le Burkina Faso. Il a absolument compris le fond du problème qu'on a maintenant. C'est vrai que Assimi Goïta, le peuple malien, la Russie gèrent l'ONU. Ce côté, tout va bien. Au niveau géostratégique, au niveau géopolitique, sur ce côté, tout va bien. Maintenant, il faut aller chercher l'autre partie de l'affaire, c'est-à-dire le soutien intra-africain de la sous-région. Et votre panéliste du Burkina Faso, il l'a fait. Il l'a fait et je viens dans ce sens-là parce que c'est justement ce je m'en foutiste constaté chez l'homme noir et aussi ce manque de conscience politique font que les Occidentaux nous considèrent comme des va-nu-pieds inconséquents, ne méritant aucun respect qu'on pourrait donner à un être humain. Par exemple, comment doit-on se comporter pour mériter naturellement le respect de l'autre? Rappelez-vous, je vous donne un exemple, rappelez-vous de ce phénomène de racisme anti-asiatique en France, plus précisément chinois, avec la mort de Chao Liu, ce Chinois de 56 ans tué ce mois de mars 2017, il me semble, dans le 19e arrondissement de Paris.
Mais au-delà des incidents qui se sont succédés dans la capitale française, immédiatement, le peuple chinois, en dehors de la France, notamment en Chine, ont exigé des éléments de réponse clairs aux autorités françaises. Et la situation devenait suffisamment préoccupante pour que les services de renseignement français se penchent sur ces dérapages policiers. En Chine, des mesures ont été prises à la fois par le gouvernement chinois, qui a demandé un rapport sur les circonstances de la mort de leurs concitoyens, et le peuple chinois, à son tour, s'est mis à lancer un boycott des produits français. Les supermarchés français, les géants de la distribution alimentaire française Carrefour, s'étaient retrouvés dramatiquement touchés au niveau de ces chiffres par ce boycott. Et l'État et sa police et le peuple français ont compris le message immédiatement. Et par cet exemple, je voulais vous montrer que le respect, ça se mérite, africain. Le respect, ça se mérite. Or, les Noirs, pour les X fois des Africains se sont fait tuer en France par la police, ni les États de leurs pays respectifs ou les peuples de leurs pays respectifs n'exigent rien à l'État français ni au peuple français en posant des actes comme la Chine l'a fait avec la mort de leur concitoyen Chao Liu, ce 26 mars 2017. Après Gbagbo, avec les mêmes méthodes infligées au Mali, voilà, les Noirs sont toujours fidèles à eux-mêmes. Alors, comme les Noirs se donnent à s'effacer quand des intrus pénètrent leur communauté, disons que nous serons soumis en sorte d'anéantissement simple à qui, dans ce cas, pourront dire à qui le tour. D'ailleurs, les Occidentaux n'ont pas besoin de complexifier leurs méthodes, n'ont même pas besoin quand même. En fait, ils utilisent simplement les mêmes méthodes simples qu'on avait à l'époque de Houphouët-Boigny, de Senghor. On l'a vu avec Gbagbo, 2010, maintenant remake 2017. Donc, en conclusion, je supplie mes compatriotes africains, là-bas en Afrique, ne regardez pas ce qui se passe de manière inerte, inconsciente, car il va de l'intérêt de votre développement technique et humain, à la fois sur le plan collectif et personnel, vis-à-vis du reste du monde. Posez des actes, allez manifester férocement contre l'establishment français dans vos pays respectifs, et que cela arrive dans la sphère politico-médiatique française, car l'occasion, elle est belle avec les élections générales françaises qui sont en train de se préparer. Enfin, que la vérité se sache. En général, sur la politique étrangère française en Afrique noire. Please, donc je dis please, ne laissez pas passer cette occasion. D'ailleurs, la CEDEAO vous donne simplement l'opportunité à poser des actes. Allez-vous, donnez-vous le courage d'aller manifester collectivement pour soutenir le Mali. C'est ça le fond de l'affaire. Car une postérité africaine en dépend largement. Merci. Afrique Média, à bientôt. Allez, merci à vous, très cher Lamine Diop, et à très bientôt. Nous également, on va donner 1 minute à chacun de nos panélistes pour un dernier mot, certainement. Mimodia, on reprend le tour de table avec vous. Oui, Bachir, je voulais intervenir sur 2 petits points, Bachir. Je vous en prie. Tout à l'heure, moi je pense que nous avons un grand problème avec le monde anglophone. Parce que tout à l'heure, je disais que la résolution 1973 qui avait été votée pour défaire Kadhafi, elle a été soutenue par 2 pays anglophones, à savoir le Nigeria et l'Afrique du Sud. On voit aujourd'hui, et le Gabon, bon, le Gabon n'est pas un pays anglophone, mais le Gabon l'a soutenu. Donc je peux dire même, cette année-ci aussi, on a vu que c'est le Ghana et le Kenya qui l'ont soutenu. Et le Gabon est là. Donc le Gabon se comporte comme étant, bon, quand je dis Gabon, je parle à l'image de son président, Bongo, la famille Bongo se comporte comme des prostituées au niveau de l'Afrique. Donc, il faut que l'on essaie quand même de parler avec eux de façon très claire. Parce qu'on ne peut pas, à chaque fois que nous, les pays anglophones, francophones, avons un problème, et que eux, ces pays anglophones, se permettent quand même de nous mettre des coups bas. Ça, c'est un point que j'aimerais vraiment soulever. Et l'autre point, Bachir, tout à l'heure, il y a un des frères le dernier intervenant, il a dit une chose qui me paraît essentielle. Mais je pense qu'il ne faut pas que l'on puisse faire la comparaison entre la Chine et les pays d'Afrique. La preuve, je viens juste de vous donner l'exemple des pays anglophones que je viens tout juste de citer. Donc, ça veut dire que les Chinois, d'abord, ils ont acquis la technologie, ils ont acquis le développement.
ils ont acquis leur culture qu'ils ont assimilée. Les Chinois n'ont pas honte de mettre leur tenue traditionnelle à Paris ou à New York. Les Africains ont cette honte-là. Excusez-moi, mais c'est une vérité. Moi, je connais des gens qui me disent non, je ne préfère pas m'habiller en africain. Quand je prends le métro, quand je vais en baptême, je préfère mettre mes vêtements africains. Et une fois que j'arrive au lieu du baptême, ben, je les remets. Je les porte, je veux dire. Donc ça, c'est un complexe que nous avons. Je pense que c'est un problème que nous devrons soulever. Et le dernier point que j'aimerais soulever, Bachir, pour l'avant-dernier point. Bachir, si nous, Africains, nous voulons que le monde nous respecte, il faut que nous-mêmes nous respections. Nous allons nous respecter tout d'abord, Bachir, en utilisant la science et la technologie. Utilisons la science et la technologie pour nous développer, Bachir. Tant qu'on ne se développe pas, je vous assure, Bachir, on va encore continuer à pleurnicher ici dans les plateaux de télévision alors que rien ne marche. Bachir, le troisième point. J'ai entendu quelqu'un dire que le Mali, c'est un État souverain. Le Mali n'a été souverain qu'une fois dans sa vie, le temps de Modibo Keïta. Le Mali n'est pas un État souverain. Parce qu'un État souverain, c'est quoi? C'est un État qui est capable de prendre des décisions opportunes au moment opportun lorsqu'il est confronté à des problèmes. Un État souverain, c'est un État qui est capable de battre sa propre monnaie et de répondre par rapport aux aspirations de son peuple. Aujourd'hui, le Mali n'a pas sa propre monnaie. Un État souverain, c'est un État qui arrive quand même à contrôler ses frontières, à contrôler qui entre et qui ne rentre pas. Mais aujourd'hui, le Mali ne contrôle rien. C'est la France qui contrôle. C'est pour cette raison que moi, mon combat que je mène tous les jours, c'est que j'aurais voulu considérer le même Mali sur un pied d'égalité que les États-Unis ou sur un pied d'égalité que la France. Parce que c'est ça être un État souverain. Donc si nous voulons être souverains, bâtissons notre propre monnaie, Bachir. Essayons quand même de dégager absolument rien à part qu'à renverser des régimes. Bachir, le dernier point sur lequel je vais chuter, Bachir, je vais revenir sur le problème du franc CFA. Bachir, on sait très bien qu'une monnaie, le franc CFA est une monnaie qui est très élevée. Et quand la monnaie est surévaluée, vous avez tendance à aller importer ailleurs. Et quand vous importez ailleurs, vous créez de la richesse ailleurs. Mais chez vous, vous ne créez rien du tout. Vous créez de la dépendance, vous créez de la pauvreté et vous créez de ce qu'on appelle une absence d'industrialisation. Donc, nous, nos pays n'arrivent même pas à faire des armes, même une aiguille, nos pays n'arrivent pas à faire. Donc, la bataille de l'Afrique aujourd'hui, ce n'est pas la bataille contre les embargos. Si nous voulons que les embargos passent, Bachir, éduquons nos enfants, comme ce que l'Afrique Média est en train de faire aujourd'hui. Donnons pouvoir aux enfants, donnons les moyens nécessaires aux enfants pour qu'ils puissent aller à l'école étudier, pour qu'ils puissent acquérir de la technologie. Tant que nous n'avons pas la technologie, Bachir, on va perdre notre temps ici. Le dernier point, Bachir, avant de chuter sur ça, mon cher Bachir, si nous voulons aller de l'avant aujourd'hui... Mimodia, on aura le temps de revenir sur le sujet. Je vous en prie, le temps nous tient à la gauche. On va rendre l'antenne de moi à l'autre. Merci. En tout cas, il y a eu plusieurs derniers points, mais je peux vous comprendre. Alors, Nestor Podassé, rapidement, s'il vous plaît, en quelques secondes, je vous en prie, on va rendre l'antenne. Ok, d'accord. C'est de remercier tous les téléspectateurs d'Afrique Média et donner rendez-vous à tous les Africains à la diaspora, comme dans tous les pays de la CEDEAO, le 22 janvier. Le 22 janvier, pour tout boucler, on va imposer notre embargo jusqu'à ce que la CEDEAO enlève pour eux sur le peuple malien et nous aussi, on va enlever notre blocus. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nestor et surtout, bonne organisation à vous. Luc Michel, avec vous, on referme l'édition. Ce qu'il faut retenir, c'est que la Russie apporte en Afrique non pas seulement des armoires d'appui économique, mais surtout un parapluie diplomatique. Le temps où les expéditions militaires occidentales, comme en Libye, étaient toutes puissantes, décidaient du sort des peuples et des chefs d'État est terminé. La Russie, elle apporte sa neutralisation du Conseil de sécurité. Les Chinois ne votent avec la Russie que parce qu'ils sont alliés géopolitiques, mais ce n'est pas eux qui ont l'initiative, c'est la Russie. Depuis que la Russie est là, elle l'a prouvé au Burundi, elle l'a prouvé en Centrafrique, elle l'a prouvé au Soudan, elle est en train encore de le prouver aujourd'hui au Mali. Les Occidentaux peuvent faire ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils font, c'est étaler leur manipulation de l'Afrique, leur manipulation de certains pays, une géopolitique qui est une géopolitique du passé que les peuples africains n'acceptent plus, comme on est en train de le voir avec les masses panafricaines qui sont soulevées contre leur propre gouvernement.
pour ces conseils qui ne tomberont pas dans les oreilles des sourds, comme toujours. Et bien sûr, on reviendra sur cette thématique au fur et à mesure que l'actualité évoluera. Mimodia, merci. Merci à Nestor Podassé. Et à tous nos téléspectateurs, nombreux étaient-ils cet après-midi encore à nous suivre. Vous ne zappez pas. Vous ne zappez surtout pas, puisque Linda Ndidi vous entretiendra dans quelques minutes seulement pour le grand journal africain, avec naturellement du nouveau en ce qui concerne le Mali. Restez et suivez tout simplement. Nos programmes se poursuivent donc. Bonne suite des programmes sur Afrique Média, la télévision panafricaine.